C'est étonnant, non? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'entreprise et de collaboration. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Ceci était l'indicatif de Radio Londres, chanté par Pierre Dac sur l'air de la Corachacha. Il dénonçait Radio Paris, la radio qui faisait la pluie et le beau temps à l'époque, qui était une radio collabo, tenue par des Allemands, financée par des Allemands et administrée par des Allemands. La collaboration en France a eu lieu globalement entre 1940 et 1944. On considère qu'il y en a plusieurs aspects. Il y a ce qu'on appelle la collaboration d'État. C'est le fait que l'État français, qui s'est installé à Vichy, applique ce que l'Allemagne lui demande d'appliquer et au besoin en rajoute même un petit peu. C'est ce qui va se passer avec les rapports avec les Juifs, les lois raciales, ce qu'on a appelé par la suite les lois scélérates. Mais ce n'est pas la seule collaboration. Il y a aussi une collaboration policière, une collaboration militaire. Alors la collaboration militaire a été exécutée par des militaires, des gendarmes, des policiers bien sûr, mais aussi par des choses qui ont été recrutées par le gouvernement même, comme la milice française, la LVF, ce qu'on a appelé la carlingue. Il s'est passé des choses absolument incroyables à ce niveau-là. Et bien sûr, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, il y avait aussi la collaboration économique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la collaboration économique? Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ont collaboré à l'effort de guerre allemand. Certaines l'ont fait d'une manière tout à fait délibérée et responsable, et d'autres, au contraire, ont été obligées de le faire. Alors évidemment, en 2026, il est assez compliqué de séparer le bon grain de l'ivraie. En période de guerre, on va fabriquer bien entendu des armes, mais aussi des véhicules. Et évidemment, tous les fabricants de ce genre de produits vont être concernés. Alors je vais commencer par le premier, qui est un cas très délicat, qui est le cas de Louis Renault. On a accusé Louis Renault de collaboration. Louis Renault avait ses usines en 1939 déjà à Boulogne-Billancourt, et il fabriquait du matériel de guerre, mais pour l'armée française. En mai 1940, il est parti pour les États-Unis, dans un but tout à fait avéré, d'accélérer la production de chars de combat pour résister à l'avance allemande. On ne peut pas dire que jusque-là, il ait collaboré. Ensuite, ces usines ont été réquisitionnées. À la sortie de Vichy, il y a eu des manifestations, il y a eu des grèves, il y a eu des blessés, il s'est passé évidemment tout un tas de choses. Après la libération de Paris, Louis Renault a été accusé de collaboration. On a délivré un mandat contre lui, c'est en septembre 1944, pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Il s'est rendu de lui-même tout à fait à la convocation d'un juge qui l'a inculpé et qui l'a fait aussitôt incarcérer à Fresnes, où il est mort un mois après. Il avait 67 ans. Il apparaîtrait, d'après sa famille, et c'est fort possible, qu'il serait mort des mauvais traitements que lui auraient fait subir ses gardiens. Donc, la nationalisation des usines Renault par De Gaulle après, honnêtement, et sans vouloir prendre parti, prête énormément à confusion. Maybe I didn't love you
quite as often as I could have. I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. En revanche, Marius Berlier, celui dont l'entreprise fabriquait les camions, lui était un salopard. Lui, il s'est empressé déjà de fabriquer des véhicules pour l'armée allemande. De lui-même, c'est même lui qui a été proposé. Il a refusé les sabotages par les gens de la résistance, parce qu'on lui proposait des sabotages internes, il a toujours refusé, et il a carrément livré un de ses ouvriers à la Gestapo par l'intermédiaire d'un de ses responsables dans la sécurité de l'usine, et ce responsable, et ce n'était pas le seul dans l'usine, était un milicien. Donc lui, c'était vraiment un sale type. Salut, salaud. Tu rentres un peu tard, mais je sais, pour toi c'est tôt. Raconte-moi ton histoire, emmène-moi en bateau. Sur un vieux quai de gare, j'avais le cœur dans l'eau. Salut, salaud. Ce soir t'es pas bavard, t'es pas bien dans ta peau. T'as une guerre de retard ou une victoire en trop. T'as perdu la mémoire, mais ce serait trop beau. Salut, salaud. Alors on se doute bien qu'à cette triste époque, l'Allemagne n'est pas en reste, et qu'il y a parfois des choses qui se côtoient très curieuses entre le génie et l'abjection. Je vais parler d'un homme qui est un type extraordinaire, qui est Ferdinand Porsche, dont on connaît tous le nom. Ces véhicules ont toujours une cote extraordinaire, et pour cause, il n'y a rien à leur reprocher techniquement. Porsche est d'origine tchèque, il est né en Bohême. En 1875, intellectuellement à l'école, il apparaît très rapidement comme un gamin surdoué. À 15 ans, il se débrouille pour fabriquer une espèce de générateur, et du coup, c'est la maison de ses parents qui est la première à avoir l'électricité dans le village. Alors par la suite, il va faire plein de choses absolument hallucinantes au niveau des moteurs, moteurs à vapeur, moteurs électriques, moteurs à gaz. C'est un type absolument incroyable, il va dessiner des modèles, c'est un surdoué. C'est un surdoué de chez surdoué. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, son attitude va apparaître d'une manière tout à fait différente. En 1937, il récupère la majeure partie des marchés allemands de la voiture, et il est plus ou moins détaché par le ministère du Reich pour l'armement et les munitions. Alors il va concevoir en 1939 un véhicule prototype, un Mercedes-Benz. On est au-dessus de plusieurs marques là. Il y a Volkswagen, il y a Mercedes et il y a Daimler, donc il y a plein de choses. Et donc il est coordonnateur pendant la Deuxième Guerre mondiale de l'effort de guerre du Troisième Reich. Il doit concevoir et fabriquer à grande échelle du matériel de guerre. Et alors là, il va avoir une attitude particulière. Il va dénoncer à Hitler la mauvaise volonté, les actes de sabordage, de résistance de la production de son usine. Il va d'ailleurs un type qui va être assassiné à cause de ça, qui s'appelait Auguste Bonal. Il va exploiter massivement la main-d'œuvre des travailleurs déportés pour un complexe militaro-industriel allemand. Il va se servir également, par ricochet, du STO, ce fameux service du travail obligatoire. Après-guerre, en décembre 1945, les autorités françaises l'invitent avec son fils à visiter les usines françaises Renault pour auditer un prototype de la Renault 4, notre fameuse 4L. Il est arrêté sur place pour crime de guerre et pour son soutien au Troisième Reich. Il a 70 ans, c'est plus un enfant. Il a emprisonné 20 mois sans procès dans diverses prisons françaises à titre de prisonnier de guerre. Il va sombrer dans la dépression. Il va être libéré
en 1947 contre une caution énorme, payée par le meilleur ami de son fils, et il va décéder peu de temps après. Diamonds on the windshield as heaven starts to cry, and in his rearview mirror his angel waves goodbye. She knows he's gonna go, she knows he's one of them. Brothers of the highway, children of the wind. That Detroit diesel pirate ship goes blowing out again, sailing toward the setting sun. Freedom's their best friend. Brothers of the highway, children of the wind. En matière de vilenie, quand il s'agit d'argent, quand il s'agit de profit, ou quand il s'agit de pouvoir, l'âme humaine n'a vraiment aucune limite dans la bassesse. En mai 1941, donc après les premières arrestations de personnes juives, ce qu'envoie l'entreprise Photomaton à l'occupant et aux Français. Nous pensons que le rassemblement de certaines catégories d'individus de race juive dans les camps de concentration aura pour conséquence administrative la constitution d'un dossier, d'une fiche ou carte, etc. Spécialistes au pluriel des questions ayant trait à l'identité, nous nous permettons d'attirer particulièrement votre attention sur l'intérêt que présentent nos machines automatiques Photomaton, susceptibles de photographier 1 millier de personnes en 6 poses, et ce, en une journée ordinaire de travail. No comment. Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, n'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant de voir tomber des têtes. À la fin ça m'embête. Et mon mari le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule au doux sourire, ce grand gars au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir, pour l'avenir de la France, contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle. Surtout je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne. S'il est une société qu'on pourrait vraiment ne pas recommander au niveau de la clarté, c'est Ikea. Ikea est d'origine suédoise. Le siège social se trouve aux Pays-Bas actuellement, à Delft. Les spécialistes de la porcelaine. Elle est gérée actuellement par 2 sociétés hollandaises. Alors l'une s'occupe de création, de design, et l'autre s'occupe de droit. On n'a jamais réussi
à travers le parcours d'IKEA dans les années, a prouvé ce qu'elle avait fait de mal. IKEA a l'air d'une société gérée par des saints. Son management est quelque chose qui profite vraiment à l'employé de base, puisqu'il est payé 11% de plus que le SMIC. Enfin, entre lui et ceux qui sont tout en haut de l'échelle, il y a quand même 8 grilles d'indemnité, ce qui fait un écart relativement important. Il est pratiquement avéré que pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que son créateur était tout jeune, IKEA a employé une main-d'œuvre juive gratuite. On n'a jamais pu le prouver. Et le créateur de cette entreprise fait partie de ce genre de personnes qui se tirent de tout. Alors il y a un journaliste en 1994 qui a vraiment prouvé d'une manière formelle que ce monsieur avait été membre actif dans des organisations nazies et fascistes pendant la guerre. Il est même resté membre du parti fasciste jusqu'en 1951. Et alors, il a fait une lettre à ses employés en leur disant qu'il s'excusait, en assumant son passé certes, mais qu'il avait mis sur le compte d'une erreur de jeunesse. Ça excuse beaucoup de choses, la jeunesse. En 2020, un article historique doit passer dans une revue qui s'appelle Géo-Histoire. Alors Géo, on la connaît, comme beaucoup de journaux, elle fonctionne avec des annonceurs, des publicitaires, et un de ces gros annonceurs est LVMH. Il faut savoir une chose, c'est que dans cet article, on parle de société pendant la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque Philippe Pétain installe son gouvernement à Vichy, dans les murs de l'hôtel du Parc, toutes les enseignes de luxe qui sont là, il y a notamment une qui est très célèbre, c'est Van Cleef et Arpels, sont virées. Toutes sauf une. Un bagagiste qui s'appelle Vuitton. La maison a été fondée en 1854 par Louis Vuitton et mise à la mode principalement par la femme de Napoléon III, l'impératrice Eugénie. En 1940, elle est dirigée par le petit-fils du créateur qui s'appelle Gaston. Ce dernier demande à son frère aîné d'afficher d'une façon claire sa fidélité au nouveau régime afin d'assurer la pérennité de la marque. Ainsi, la maison Vuitton va fabriquer dans des ateliers expressément constitués à cette fin des objets à la gloire du maréchal Pétain, des bustes officiels, et d'ailleurs Henri Vuitton entretient de fortes amitiés avec les officiers de la Gestapo. Il sera même un des rares industriels français à être décoré par les nazis en remerciement de sa loyauté. Une cérémonie durant laquelle les officiers de la SS et de la Wehrmacht vont arborer de costumes dont je vais vous parler un petit peu plus tard pour terminer cette chronique. Costumes qui ont été fabriqués par des déportés et des travailleurs du STO. LVMH, qui était un des grands annonceurs de Géo-Histoire, va censurer l'article. Cet article va être supprimé. On saura qu'il a existé et on saura son contenu grâce au Canard enchaîné et à Mediapart. Taking a ride.
certaines entreprises allemandes n'ont pas eu beaucoup de choix par rapport à la collaboration. Ça a été le cas de deux, en tout cas, Opel et Bosch. Opel, au départ, fabriquait des machines à coudre. Adam Opel, qui est mort en 1895, à 58 ans, faisait des machines à coudre. Sa femme a poursuivi son entreprise et c'est à partir de 1899, 4 ans après, qu'ils se sont jetés dans l'automobile, alors qu'en 1901, ils fabriquaient surtout des motos. Alors après, il y a eu tout un tas de choses. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, ils n'appartenaient plus à l'Allemagne parce qu'ils avaient déjà été rachetés par le groupe américain General Motors. Ils ont été obligés de faire des choses pour la Luftwaffe, pour la Wehrmacht. En ce qui concerne Bosch, c'est tout à fait différent. Robert Bosch était un homme remarquable qui aimait les hommes et avait une grande éthique, qui a été obligé par le régime national-socialiste d'abord de mettre fin à ses espoirs de paix parce qu'il en avait de grands, c'était un pacifiste entre l'Allemagne et la France. Sa société, pour la sauver, il a rapidement été obligé d'accepter des contrats d'armement. Il a employé des travailleurs du STO, mais d'un autre côté, il a sauvé des juifs et d'autres victimes des persécutions nazies de la déportation. Donc il est très difficile, avec ces deux sociétés, Opel et Bosch, de mettre les uns dans un panier ou dans un autre. Il apparaît qu'ils ont suivi le mouvement nazi parce qu'ils n'avaient guère l'opportunité de faire autrement, mais d'un autre côté, leurs dirigeants se sont plutôt bien conduits, alors que on sait très bien que les dirigeants de certaines autres entreprises étaient des nazis avérés. Style, confort, robustesse, sécurité, technologie. On attend toujours tout d'une nouvelle voiture. D'ailleurs, une nouvelle voiture devrait tout vous donner, ce que vous attendez bien sûr, mais aussi ce que vous n'attendez pas. Nouvelle Opel Astra, et pourtant vous n'en demandiez pas tant. Au début de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, Hitler a noué immédiatement certains accords avec certaines sociétés, dont certains dirigeants d'ailleurs étaient d'origine juive. La compagnie Krupp, par exemple, dans la Ruhr, elle était célèbre pour ses productions d'acier, bien entendu. La fameuse Grosse Bertha, le canon qui a terrorisé beaucoup de gens pendant la guerre de 14, était un canon Krupp. La société avait été fondée au début du 19e siècle. Avec le parti nazi, elle va faire beaucoup d'affaires, et Hitler surnommait d'ailleurs les usines Krupp les forges du Reich. Les forges, ça avait un côté médiéval, il aimait beaucoup ce genre de comparaison. En ce qui concerne Bosch et Opel, dont j'ai parlé tout à l'heure, bien entendu, ces marques vont faire leur empreinte, mais ce ne sont pas les seules. Il va y avoir un consortium qui va s'appeler IG Farben. Farben, ça veut dire la couleur en allemand. C'est un consortium de plusieurs entreprises chimiques. Alors, il y en a certaines dont on a entendu parler, ACFA par exemple, BASF, qui faisait des cassettes audio quand j'étais adolescent, dans les années 90. Les laboratoires, Hearst et Bayer. Bayer, ça existe toujours. Bayer a fait sa fortune pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il produisait du caoutchouc synthétique pour faire des pneus, de l'essence synthétique. Mais surtout, une des choses les plus horribles qui n'ait jamais été faite au monde, c'est lui qui fabriquait le fameux Zyklon B, ce gaz épouvantable dont on s'est servi pour supprimer les déportés. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux.
Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus, peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. L'entreprise dont je vais vous parler maintenant a démarré tout doucement. En janvier 1924, un tailleur établit un petit atelier de confection à Metzingen, une petite ville au sud de Stuttgart. C'est dans l'état du Württemberg, en Allemagne. Le régime de la République de Weimar est marqué par une grave crise économique, puisqu'on est 5 ans avant le krach de Wall Street, et une inflation galopante consécutive à la défaite de la Première Guerre mondiale. L'atelier compte 33 employés en 1925, l'année d'après sa création, et les effectifs vont tomber à 25 personnes en 1929, c'est-à-dire l'année du krach. Cet atelier produit des coupe-vents, du linge, des chemises d'hommes, puis bientôt des vêtements de travail, des vêtements de sport et des imperméables. En 1931, son patron adhère au Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Il leur fait quelques avantages, ce qui le fait reconnaître rapidement comme membre bienfaiteur de la SS. De 1931 à 1945, il va contribuer à la production des uniformes militaires nazis. Tout d'abord pour la première milice Hitler, les Schmitzbrunn, puis pour la SS, puis pour les jeunesses hitlériennes, et enfin pour la Wehrmacht. Alors bon, il y a une petite contestation par rapport à la fabrication d'uniformes. Il y en a qui pensent qu'ils les ont fait dès le départ, 1924, d'autres qui pensent qu'à partir de 1930. Toujours est-il que, entre 1932 et 1941, le chiffre d'affaires annuel est passé de 38 260 Reichsmark à 3 300 000 Reichsmark. Les profits ont évolué énormément sur la fin, et dans les dernières années de la guerre, ce tailleur emploie 30 à 40 prisonniers de guerre et recrute 150 travailleurs forcés, polonais et français pour la plupart. Après la guerre, ce monsieur va être déclaré opportuniste du Troisième Reich, et il va être sanctionné par une lourde amende, 100 000 marks, et privé de ses droits civiques. Il va mourir en 1948. Son entreprise va connaître diverses tendances. Actuellement, elle fabrique toujours des choses de luxe, de grande qualité, notamment des costumes pour hommes. Ce monsieur s'appelait Hugo Boss. C'est étonnant, non ?